Alors, bismillahirrahmanirrahim. Et donc, chers étudiants, chères étudiantes de la filière Ismiya S2, aujourd'hui, c'est l'étude 2 concernant le module Algèbre 3. Alors, je vais commencer par l'exercice 1. Dans R4, on considère l'ensemble E des vecteurs x1, x2, x3, x4. Donc voilà, vous avez ici 4 composantes, puisque je suis dans R4. Vérifions la somme des composantes, c'est-à-dire x1 plus x2 plus x3 plus x4 égale à 0. Alors, montrer que E est un sous-espace vectoriel de R4. Alors, je rappelle ici cette astuce-là, pour montrer que E est un cas sous-espace vectoriel sur un corps K. Donc, on peut démontrer les deux points suivants. Que E, il est différent de l'ensemble vide. Par exemple, le 0E, il appartient à E. Et quel que soit x, y dans E, et quel que soit lambda mi de scalaire dans K, alors lambda x plus mi y, il appartient à E. Alors voilà, pour démontrer comment E, il est différent de l'ensemble vide. Donc je vais considérer le 0E par exemple ici. Alors c'est quoi notre 0E ici? C'est tout simplement 0, 0, 0, 0. Alors il appartient à E, pourquoi? Parce que la somme des composantes ici, 0 plus 0 plus 0 plus 0, égale à 0. Donc puisque la somme des composantes est égale à 0, et donc le 0E, il appartient à E. Et dans ce cas, E, il est différent de l'ensemble vide. Maintenant, soit lambda et mi de scalaire dans R. Voilà, notre corps K ici, c'est tout simplement R, l'ensemble des nombres réels. Alors si je prends lambda et mi de scalaire dans R, et je prends x de la forme x1, x2, x3, x4, un vecteur dans E, et je prends y de la forme y1, y2, y3, y4, un vecteur dans E, alors puisque x il appartient à E, et donc la somme des composantes égale à 0. Et puisque y il appartient à E, et donc la somme des composantes égale à 0. Maintenant, c'est quoi lambda x plus mi y? Alors par définition, c'est lambda x1 plus mi y1, lambda x2 plus mi y2, lambda x3 plus mi y3, et lambda x4 plus mi y4. Alors pour démontrer que lambda x plus mi y, il appartient à E, il suffit de démontrer que la somme de ces 4 composantes égale à 0. Alors je vais calculer cette somme. Donc voilà mes 4 composantes. Et ici, donc, je vais factoriser par lambda. Donc c'est lambda fois x1 plus x2 plus x3 plus x4. Encore ici, je vais factoriser par mi. Donc c'est mi fois y1, y2, y3 et y4. Alors puisque x il appartient à E, et donc la somme ici des composantes égale à 0. Et puisque y il appartient à E, donc la somme ici des composantes égale à 0. Finalement, la somme ici égale à 0. Et donc je peux dire que lambda x plus mi y, il appartient à E. Alors maintenant, la deuxième question. Proposer une base B du sous-espace E et en déduire sa dimension. Alors pour construire une base E, je vais considérer un x qui appartient à E de cette forme-là. x1, x2, x3, x4. Et dans ce cas, la somme ici des 4 composantes égale à 0. Je peux par exemple écrire x1 en fonction de x2, x3 et x4. Donc moins x1 c'est moins x2, moins x3, moins x4. Et je peux faire encore la même chose pour x2. Donc x2 en fonction des 3 composantes. Ou bien x3 en fonction des autres composantes, ou bien le x4 en fonction des 3 autres composantes. Moi, j'ai choisi ici le x1. C'est moins x2, moins x3, moins x4. Et donc, je vais le remplacer ici, moins x1. Donc, voilà, elle est là. Et donc, mon x, il s'écrit. Ici, j'ai remplacé moins x1, x2, x3, x4. Alors, j'ai combien d'inconnus ici? J'ai 3 inconnus. C'est x2, x3 et x4. Et donc, je vais ici factoriser par x2. Donc, si je factorise par x2, ici, il me reste moins 1. Elle est là. Dans la deuxième composante, il me reste 1. Dans la troisième composante, c'est 0. Et la quatrième composante, c'est 0. Et la même chose, maintenant, je vais factoriser par x3. Alors ici, qu'est-ce qu'il me reste? C'est moins 1. Elle est là. Et ici, qu'est-ce qu'il me reste? Dans la deuxième composante, 0. Dans la troisième composante, il y a x3 avec un facteur 1. 1. Et dans la quatrième composante, il n'y a pas x3, c'est 0. Et finalement, je vais factoriser par x4. x4, alors qu'est-ce qu'il me reste? Ici, moins 1 dans la première composante. Ici, c'est 0. Ici, 0. Et ici, c'est 1. Voilà. Moins 1, 0, 0, 1. Alors, je vais nommer ce vecteur-là V1. Et le deuxième V2. Et le troisième V3. Et dans ce cas, mon x, il s'écrit x2 V1 plus x3 V2 plus x4 V3. C'est-à-dire, mon x, il s'écrit comme combinaison linéaire de V1, V2 et V3. Donc, je vais noter cette relation-là, étoile. Et on vérifie facilement que V1, V2 et V3, il appartient à E. Pourquoi? Parce que la somme des composantes ici égale à quoi? C'est moins 1 plus 1, 0. La somme des composantes ici, c'est 0. La somme des composantes ici, c'est 0. Moins 1 plus 1, 0. Puisque toujours moins 1 plus 1 égale à 0. Et donc, les 3 vecteurs, il appartient à E. Et chaque x dans E, il s'écrit combinaison linéaire de ces 3. Et donc, je peux dire comment E,
C'est le sous-espace vectoriel engendré par la famille V1, V2, V3, qu'on note avec les crochets, ou bien avec vect V1, V2 et V3. Alors effectivement, pour démontrer que la famille V1, V2 et V3 est une base, il reste à montrer qu'il est libre. Pourquoi? Parce que d'après cette écriture, qu'est-ce que ça veut dire? Chaque X, il s'écrit combinaison linéaire de ces trois. C'est-à-dire cette famille-là est une partie génératrice de E. Alors pour montrer qu'il forme une base de E, il suffit de démontrer qu'il est libre. Alors pour démontrer que cette famille est libre, on doit démontrer que si, quel que soit A, B et C, des réels, si on a AV1 plus BV2 plus CV3 égale 0E, et donc automatiquement A, B et C égale à 0. Si on trouve au moins un scalaire de ces trois est différent de 0, et dans ce cas, la famille V1, V2, V3, elle est liée. Alors, AV1 plus BV2 plus CV3 égale à 0, et donc je remplace mon V1, c'était moins 1, 1, 0, 0. Donc si je multiplie par A, je vais trouver moins A, 0, 0. La même chose, B fois V2, je vais trouver moins B, 0, B, 0. Et C fois V3, on va trouver moins C, 0, 0, et C. Et mon 0, E, c'est tout simplement 0, 0, 0, 0. Je vais trouver que chacune de ces quatre composantes égale à 0. Et dans ce cas, mon A et C, c'est 0. Mon B, 0. Et mon C, 0. Par identification. Et je dois vérifier ici que j'ai moins A, moins B, moins C égale à 0. Voilà, moins 0, moins 0, moins 0, c'est 0. Finalement, on a trouvé que quel que soit A, B et C des scalaires, si on a ces relations, alors automatiquement, A, B et C égale à 0. C'est-à-dire que la famille V1, V2 et V3, elle est libre. Et d'après étoile, on a vu que c'est une partie génératrice de E. Et donc, je peux dire finalement que la famille qu'on note B, V1, V2, V3, ils forment une base de E. Et exactement, c'est quoi la dimension de E ici? Donc, j'ai combien de composantes? C'est 3. Et donc, la dimension de E, c'est 3 exactement. Alors maintenant, on passe à la troisième question. Exprimer le vecteur suivant, V, dans la base B. Alors, voilà notre base. C'était V1, V2 et V3. Alors, si on veut exprimer ce vecteur-là, V, dans cette base, c'est-à-dire on doit chercher les scalaires A, B, C, voilà, tel que le vecteur V, il s'écrit combinaison linéaire de V1, V2 et V3. Alors, AV1 plus BV2 plus CV3, c'est déjà calculé dans la deuxième question. Voilà sa formule. C'est les quatre composantes, moins A, moins B, moins C, et A, B et C. Et notre V, je remplace. Voilà mon vecteur. Et dans ce cas, je vais faire une identification, c'est-à-dire la première composante égale la première, la deuxième égale la deuxième, la troisième égale la troisième, et la quatrième égale la quatrième. Et donc, je vais trouver que moins A moins B moins C égale à 3, et A égale à 7, B égale à moins 4, C égale à moins 6. Normalement ici, j'ai trouvé mes trois scalaires, mais je dois vérifier qu'il vérifie cette équation-là. Alors ici, moins 7 plus 4 plus 6. C'est 3, voilà, exactement. Et donc finalement, je peux dire que mon vecteur V, il s'écrit 7V1 moins 4V2 moins 6V3. C'est-à-dire les coordonnées dans mon vecteur V dans la base V1, V2, V3, c'est tout simplement 7, moins 4 et moins 6. Maintenant, la dernière question. Compléter la base B pour avoir une base B' de l'espace R4. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a combien de composantes de B? Il n'y a que 3 composantes. Et puis R4, il est de dimension 4. C'est-à-dire B', il va contenir 4 composantes. Et dans ce cas, j'ai ici 3 composantes. Pour avoir ici 4 composantes, je dois chercher la quatrième. Et donc, on va compléter B pour avoir une base B' de R4. Alors, voilà les 3 composantes de B. C'est V1, V2 et V3. Et donc, pour avoir ici une base B' de R4 qui est de dimension 4, on va chercher la quatrième composante V4. Alors, la quatrième composante, je vais la noter comme ça. A, B, C et D. Alors ici, j'ai le nombre de composantes égal aux dimensions de l'espace. Et dans ce cas, pour montrer que B' est une base, il suffit de montrer qu'il est libre. Donc, je n'ai pas besoin de démontrer qu'il est génératrice. Et qu'est-ce que ça veut dire cette famille il est libre? Il suffit de voir, par exemple, que le déterminant de V1, V2, V3 et V4, il est différent de 0. Alors, je calcule le déterminant. Voilà, je vais poser, voilà V1, V2, V3, et voilà mon inconnu, V4. Alors, ce déterminant-là, il est différent de 0. Alors, je vais utiliser, par exemple, ici des astuces
qu'on avait dans le TD1, comment calculer les déterminants. Par exemple, ici, avec l'élimination de Gauss, je peux chercher, par exemple, ici, un 0. Alors, comment trouver un 0 ici? Il suffit de faire la somme de cette deuxième ligne avec la première. Donc, je vais garder la première ligne. Et ici, la deuxième ligne, je vais la remplacer par quoi? Par la première ligne ici, plus la deuxième ligne. Voilà ce que je vais trouver. 0, moins 1, moins 1, AB. Et ici, je garde la troisième ligne et la quatrième ligne. Alors, ce déterminant-là, c'est tout simplement quoi? Puisque j'ai obtenu ici des zéros. C'est moins 1 fois ce déterminant, tout simplement. Pourquoi? Parce que ici, j'ai obtenu 3 zéros. Donc, je vais développer par rapport à la première colonne. Donc, différent de 0, c'est-à-dire, voilà. Ce déterminant-là est différent de 0. Maintenant, la même chose. Je vais chercher un 0 ici. Alors, un 0 ici, donc je vais faire la somme de cette ligne avec celle-là. Donc, voilà, je vais garder la première. Et ici, je remplace cette ligne par la somme de la première et la deuxième ligne. Et ici, je garde la troisième ligne. Et la même chose, puisqu'ici, j'ai obtenu 2 zéros. Et donc, pour calculer ce déterminant, on va développer par rapport à cette colonne-là. Alors, développer par rapport à cette colonne. Et donc, moins 1 ici. 1, A plus B plus C et D. Voilà ce qui me reste. Alors, ce déterminant-là, il est différent de 0. Donc, voilà ce que je vais trouver. Donc, la somme A plus B plus C plus D est différente de 0. Alors, puisque cette somme est différente de 0, je vais choisir. Par exemple, je peux choisir 1 ici et 0, 0, 0. Donc, voilà mon vecteur V4. C'est 1, 0, 0, 0. Ça, c'est un choix pour moi. Vous pouvez choisir tout ce que vous voulez. Seulement, la condition, c'est quoi? C'est que la somme des 4 composantes est différente de 0. Alors, maintenant, on passe à l'exercice 2. Et je vais considérer ces 3 polynômes. Et effectivement, je travaille ici dans R2 de x. C'est-à-dire c'est l'espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à 2. Alors, montrer que P1, P2, P3, ils constituent une base de R2 de x. La base canonique de R2 de x, c'est tout simplement 1, x et x carré. Et dans ce cas, la dimension de R2 de x, c'est 3. Et c'est exactement le nombre de composantes de la famille P1, P2, P3. Et donc, pour montrer que cette famille, il forme une base de R2 de x, il suffit de démontrer qu'il est libre. Et donc, je vais considérer 3 scalaires inconnus A, B et C, quelconques. Et P1, P2 et P3, il vérifie cette équation-là. Alors, je remplace mon P1, elle est là. Et le P2, elle est là. Et le P3, elle est là. Égale à 0. Pourquoi? Parce que ici, regardez. Cette relation égale à 0. Et donc, il est vrai pour chaque x. Et donc, je peux obtenir ici que A, P1 de x, plus P, P2 de x, plus C, P3 de x, égale à 0. Plus quel que soit x. Et dans ce cas, je remplace. C'est 0. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais factoriser par x2. Je factorise par x2. Donc, c'est A plus 2B plus C. Factoriser encore par x. Je vais avoir 2A, 5B, 3C. Voilà. Les scalaires, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste A ici. Et il me reste 4B ici. Et il me reste 6C ici. Voilà. 6C ici. Égal à 0. Alors, j'ai ici un polynôme de degré 2 égal à 0. C'est-à-dire, ces 3 composantes égale à 0. Et dans ce cas, voilà, la première composante égale à 0, la deuxième égale à 0 et la troisième égale à 0. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, j'ai ici un système d'équations. Donc, utilisez la méthode qui vous convient. Par exemple, moi, je vais utiliser ici l'élimination de Gauss. Donc, pour avoir ici un 0, qu'est-ce que je vais faire? C'est la ligne 2 moins 2 fois la ligne L1. Et la même chose ici. Pour avoir un 0 ici, je vais faire la ligne 3 ici moins L1. Et donc, voilà ce que je vais obtenir ici, dans la deuxième ligne, c'est B plus C égale à 0. Et dans la troisième ligne, 2B plus 5C égale à 0. La même chose ici. Je dois me débarrasser ici de ces B. Alors, pour se débarrasser de ce B, il suffit de faire la troisième nouvelle ligne moins 2 fois la deuxième nouvelle ligne. Donc, L3' moins 2, L2'. Qu'est-ce qu'il me reste ici? Que 3C. Alors 3C égale à 0, c'est-à-dire C égale à 0. Je remplace ici, donc B égale à 0, et je remplace ici, donc A égale à 0. Et donc on a trouvé que A, B, C égale à 0, et donc automatiquement la famille, il est libre. Donc la solution ici, elle est unique. Vous pouvez encore obtenir la solution ici en utilisant par exemple la méthode de Cramer. Et donc vous devez calculer ici le déterminant de ce système, et après chercher le A, B et C avec les 3 déterminants. Alors maintenant, la deuxième question. Exprimez le polynôme qui s'écrit qui x égale 3x carré plus 5x plus 5 dans cette base, c'est-à-dire dans la base
P1, P2 et P3. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher des scalaires A, B, C, tels que mon polynôme qui, il s'écrit une combinaison linéaire de P1, P2 et P3. C'est-à-dire, il s'écrit dans la base P1, P2 et P3. Et le A, B et C, qu'est-ce qu'il représente? C'est les coordonnées de mon polynôme qui, dans la base P1, P2 et P3. C'est-à-dire, quel que soit x dans R, qui x égale A, P1 de x, plus P, P2 de x, plus C, P3 de x. Et je remplace mon polynôme qui, il est là. Et ici, AP1 plus PP2 plus CP3. On a déjà développé ça dans la première question. Donc voilà sa formule. On a factorisé par le x carré et le x. Et on a gardé ici la constante. Alors vous avez ici un polynôme égal à un polynôme. C'est-à-dire le coefficient ici de x carré qui est 3 égale ce coefficient-là de x carré. Et le coefficient ici de x qui est 5 égale à ce coefficient-là de x. Et la constante ici qui est moins 5 égale à cette constante. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai fait une identification de deux polynômes de degré 2. Et donc voilà mon système. Et la même chose ici. Pour trouver A, B et C, ou bien vous utilisez l'élimination de Gauss, c'est-à-dire on va utiliser le même truc que la question 1, ou bien utiliser un système de Cramer. Donc choisissez la méthode qui vous convient ici. Finalement vous allez trouver que A égale à 3, et B égale à 1, et C égale à moins 2. Et donc voilà votre polynôme qui, il s'écrit 3P1 plus PP2 moins 2P3. Et je signale toujours cette chose-là, c'est que ici, pour résoudre ce système-là, vous avez le choix. Utilisez une élimination de Gauss, utilisez la méthode du système de Cramer, ou bien vous pouvez inverser la matrice ici, tout ce que vous voulez. L'essentiel, trouver une solution, et moi je préfère souvent utiliser l'élimination de Gauss. Il est simple et rapide. Alors maintenant, on passe à l'exercice 3. Soit le sous-ensemble de M3R. Ça, c'est l'ensemble des matrices carrées d'autres 3. Coefficient réel. Défini par, donc voilà mon E. C'est le somme des matrices qui s'écrit de cette forme-là. Avec A, B et C sont des scalaires dans R. Alors, montrer que E est un sous-espace vectoriel de M3 de R et déterminer une base. Pour montrer que E est un sous-espace vectoriel, je dois vérifier au début que E il est différent de l'ensemble vide. Mais il suffit de voir que la matrice nulle, il s'écrit de cette forme-là. C'est la forme de chaque élément dans E. Donc il appartient à E. Voilà, j'ai pris ici mon A égale à 0. Et le B égale à 0 et le C égale à 0. Alors puisque la matrice nulle, il appartient à E, et donc il est différent de l'ensemble vide. Maintenant, je vais considérer lambda et mi deux scalaires dans R et M1 et M2, deux matrices, ou bien deux éléments dans E. Alors, qu'est-ce que ça veut dire M1, il appartient à E? Donc, il existe A, B et C, tel que M1, il s'écrit de cette forme-là. Et la même chose, qu'est-ce que ça veut dire M2, il appartient à E? Et donc, il existe A', B' et C', tel que mon M2, il s'écrit de cette forme-là. Alors, c'est quoi lambda M1 plus mi M2? Ici, je multiplie une matrice par un scalaire. Donc, ici, lambda M1, c'est lambda A plus lambda B, ici 0, ici lambda C, ici. Lambda B moins lambda C, 0, ici. Lambda C moins lambda A, 0, ici lambda A. Et la même chose ici. Le mi fois M2. Donc, il est là. Le mi fois M2 multiplié un scalaire par une matrice. Donc, c'est mi A' plus mi B', mi C', mi B' moins mi C', mi C' moins mi A', 0 et mi A'. Et finalement, je remplace lambda M1 plus mi M2. Et donc, il va s'écrire de cette forme-là. Et donc, moi, j'ai noté ici A2 secondes et B2 secondes, C2 secondes. Et c'est quoi mon A2 secondes? C'est tout simplement lambda A plus mi A'. Et le B seconde, c'est lambda B plus mi B'. Et le C seconde, c'est lambda C plus mi C'. C'est-à-dire, lorsque vous calculez la somme ici, vous rassemblez vos coefficients là, et donc votre A seconde, c'est celui-là. Et votre B seconde, c'est celui-là. Et la même chose, vous trouvez ici votre C seconde, c'est celui-là. Et finalement, on a trouvé que lambda M1 plus mi M2, il appartient à E. Et donc, je peux dire que E est un R sous espace vectoriel. Maintenant, pour trouver une base de E, et donc je vais considérer M un élément de E. Et donc, voilà, M un élément de E, c'est-à-dire une matrice qui s'écrit de cette forme-là. Alors ici, j'ai combien d'inconnus? J'ai A, B et C. J'ai 3 inconnus. Je vais donc séparer les inconnus ici. Et donc, je peux considérer cette première matrice qui contient que le A. Et la deuxième matrice, il contient que le B. Et la troisième matrice, il contient que les C. Alors ici, je vais factoriser par A. Si je factorise par A, il me reste ici 1 et moins 1 et 1. Voilà, elle est là.
Et ici, si je factorise par B, il me reste 1 et 1. Et ici, si je factorise par C, il me reste 1, moins 1 et 1. Et donc voilà, je vais poser cette matrice M1, et la deuxième M2, et la troisième M3. Alors on a trouvé que la matrice M, il s'écrit AM1 plus BM2 plus CM3. Voilà, chaque matrice dans E est les combinaisons linéaires de ces trois matrices-là. Et on vérifie facilement que ces trois matrices-là, il appartient à E. Et dans ce cas, je peux dire que M, il appartient à un sous-espace vectoriel engendré par M1, M2 et M3. Qu'on note encore, c'est vect M1, M2, M3. Et donc finalement, M1, M2, M3, c'est une partie génératrice de E. Et donc pour montrer qu'il forme une base de E, il suffit de démontrer qu'il est libre. C'est-à-dire, si je considère trois scalaires quelconques, et on a cette relation-là, AM1 plus BM2 plus CM3 égale à 0, effectivement le 0 ici, c'est la matrice nulle. Voilà ce que je vais obtenir. Alors, cette matrice-là égale la matrice nulle, et donc je vais faire une identification. La première composante, c'est 0, et ici, cette composante, encore c'est 0, celle-là, c'est 0, et le A égale à 0. Donc on a trouvé que A égale à 0, C égale à 0. Donc je remplace ici, effectivement 0. Et ici, puisque C égale à 0, donc B égale à 0, oui. Et puisque B égale à 0, et le A égale à 0, donc la somme ici égale à 0. Donc finalement, on a trouvé que quel que soit A, B ici des scalaires, tel qu'on a la relation linéaire, AM1 plus BM2 plus CM3 égale à 0, donc on a trouvé que forcément A et B ici, ils sont les trois nuls. Et dans ce cas, je peux dire que cette famille est libre. Finalement, la famille M1, M2 et M3, c'est une base de E. Alors vous avez combien de composantes ici? 3. Et donc je peux dire que la dimension de E égale à 3. Alors maintenant on passe à l'exercice 4. Et donc soit FRR, c'est l'espace vectoriel des fonctions numériques réelles. Alors ici dit l'indépendance linéaire des familles suivantes. Je vais commencer par la famille 1. Donc voilà, c'est la famille formée par le couple des fonctions sinus et cosinus. Et donc vous avez ici la fonction sinus et cosinus. Encore ici, j'ai la fonction, par exemple, la deuxième question, la fonction ici, cos de x, la fonction sinus carré de x et la fonction cos carré de x. Et ici, dans la troisième question, la fonction x, c'est l'identité ici. Et ici, la fonction exponentielle x et la fonction sinus x. Et donc, je dois vérifier est-ce que ces trois familles-là, elles sont ou bien libres ou bien liées. Alors, je vais commencer par la première famille. Et donc, si j'ai A sinus x plus B cos x égale à 0, quel que soit x dans R, alors je vais prendre, puisque c'est quel que soit x dans R, donc je peux prendre par exemple une valeur de x. Pour x égale à 0, sinus 0 c'est 0, mais cos 0 égale à 1. Et donc, qu'est-ce qui me reste ici? C'est B. Et donc, je vais trouver que c'est B égale à 0. Et la même chose, je vais choisir x égale à P sur 2. Sinus P sur 2 c'est 1, et cos P sur 2 c'est 0. Donc, qu'est-ce qui me reste ici? A. Et A égale à 0. On a trouvé A0, B0, donc cette famille, il est libre. Maintenant, on passe à la deuxième famille. Donc, vous avez ici trois fonctions. Alors, la même chose ici. Est-ce que cette famille-là, il est libre ou il est lié? Mais je connais, moi, cette relation-là. Que quel que soit x dans R, cos 2x égale cos carré x moins sin carré de x. Et donc, on a pu écrire la première fonction comme combinaison linéaire de la deuxième fonction et la troisième fonction. Et dans ce cas, j'ai cos 2x moins cos carré x plus sin carré x égale à 0. Donc vous avez un coefficient ici égal à 1 et un coefficient ici égal à moins 1 et un coefficient ici égal à 1. Et donc vous avez une somme égale à 0, mais les coefficients ici, ils sont non nuls. Et dans ce cas, cette famille, il est liée. Pourquoi? Pour démontrer qu'une famille est liée, il faut qu'au moins un de ces coefficients il est différent de 0. Mais je peux dire dès le début que la famille il est liée. Pourquoi? Parce que j'ai pu écrire un élément en fonction des deux autres. Alors maintenant, on passe à la troisième famille. Et donc, j'ai ici la fonction identity, donc qui a x qui correspond à x, et la fonction exponentielle, et la fonction sinus x. Est-ce que cette famille il est liée ou libre? Donc voilà la même chose. Je vais considérer trois scalaires quelconques. Alors, si j'ai cette relation-là, une combinaison linéaire égale à 0, ça c'est quel que soit x dans R. Alors moi je vais factoriser ici par exponentielle x. Donc si je factorise par exponentielle x, ici qu'est-ce qu'il me reste? Ax exponentielle moins x. Pourquoi? Exponentielle moins x fois exponentielle x c'est 1. Et ici qu'est-ce qu'il me reste? Je factorise par exponentielle, il ne me reste que b. Et ici qu'est-ce qu'il me reste? C'est exponentielle moins x fois sinus égale à 0, quel que soit x dans R. Alors moi je vais simplifier par l'exponentielle. Et après, puisque ici c'est quel que soit x dans R, maintenant je ne vais pas remplacer
comme par exemple la première famille par 0 au p sur 2. Quel que soit x dans R, je peux passer maintenant à la limite, lorsque x tend vers l'infini. Alors lorsque x tend vers l'infini, on connaît que x exponentielle x, la limite c'est 0. Et ici, exponentielle moins x sinus x, ça il est borné en valeur absolue, il est inférieur à exponentielle moins x. Et donc la limite encore c'est 0. Et donc ici la limite 0, la limite 0. Et qu'est-ce qui me reste ici? Il me reste que b. Donc on va trouver que notre b égale à 0. Alors on a trouvé que b égale à 0, et donc je vais remplacer dans cette équation-là. Et donc qu'est-ce qui me reste? B égale à 0, ça il s'annule. Il me reste ax plus 6 sinus x égale à 0, quel que soit x dans R. Si a il est différent de 0, donc je peux d'après cette équation écrire x, c'est moins 6 sur a sinus x. Et ça c'est quel que soit x dans R. Alors la même chose, je vais passer à la limite. La limite ici, lorsque x tend vers plus ou moins l'infini, la limite de sinus x à plus ou moins l'infini n'existe pas. Et donc j'ai ici une contradiction. Ici la limite c'est plus ou moins infini, mais ici la limite il n'existe pas. Et donc ma supposition il est fausse. C'est-à-dire automatiquement a égale à 0. Et donc forcément a égale à 0. Puisque a égale à 0, je remplace ici. A égale à 0, il disparaît ce terme-là. Il me reste seulement 6 sinus x égale à 0, quel que soit x dans R. Puisque si quel que soit x dans R, ben je vais prendre par exemple x égale à p sur 2. Donc sinus p sur 2 ici c'est 1. Voilà, pour x égale à p sur 2, sinus p sur 2 égale à 1. Qu'est-ce qu'il me reste que c? Et donc c égale à 0. Alors j'ai trouvé que a égale à 0. Ici. Et on a au début trouvé que b égale à 0 et c égale à 0. Et donc quel que soit a, b et c, trois scalaires qui vérifient cette relation-là, on a trouvé que ces trois scalaires sont tous nuls. Et dans ce cas, je peux dire que cette famille-là, elle est libre. Voilà. Alors maintenant, on passe à l'exercice 5. On dit qu'une partie B, et j'ai ici combien de composantes? Une composante d'un K espace vectoriel sur un corps K, est libre maximal. Donc cette partie est libre maximal si elle est libre. Et quel que soit x, un élément qui n'appartient pas à B. Alors B ayant cet élément, elle est liée. Alors la première question montre que B est une base de E si et seulement si B est libre maximal. Alors je vais commencer par le sens direct. Si B est une base de E, alors automatiquement il est libre. Toute base de E, c'est une partie génératrice, il est libre. Maintenant si je prends X, un élément qui n'appartient pas à B. Et donc B ayant X, il contient combien d'éléments? 1 plus un élément. Pourquoi? Parce que la base B, il contient un élément. Et j'ai ajouté le X. Et donc vous avez 1 plus un élément qui est supérieur à n. Le nombre d'éléments ici. Et donc automatiquement, cette famille il est liée. Maintenant le sens inverse. Si B est libre maximal, on doit démontrer que B est une base de E. Alors si B il est libre maximal, alors par définition il est libre. Alors qu'est-ce qu'il reste à montrer pour vérifier que B est une base de E? Il suffit de démontrer que c'est une partie génératrice de E. Donc partie génératrice de E plus libre, et donc c'est une base de E. Et donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais considérer X un élément qui n'appartient pas à B. Et donc puisqu'on a dit que B il est libre maximal, donc B ayant X il est lié. Qu'est-ce que ça veut dire il est lié? C'est-à-dire il existe des scalaires de lambda 1 jusqu'à lambda n, et lambda un autre scalaire. Si vous avez 6 combinaisons linéaires égales à 0, et donc automatiquement au moins un de ces scalaires est différent de 0. Pour lambda il est différent de 0. Sinon, c'est-à-dire si lambda égale à 0, alors si lambda égale à 0, il disparaît. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste cette combinaison linéaire là égale à 0. Voilà. Cette combinaison linéaire là égale à 0. Et dans ce cas, toutes ces composantes là, elles sont nulles. Pourquoi? Parce que B il est libre. Ça c'est d'après la définition de libre maximal. On a dit qu'une famille il est libre maximal, la famille B il est libre maximal. Si B il est libre, et B ayant X, tel que X n'appartient pas à B, elle est liée. Alors puisque B il est libre, j'ai ici cette combinaison linéaire égale à 0, donc automatiquement tous les scalaires égale à 0. Et donc finalement, ça y est, on a démontré que notre lambda, elle est différente de 0. Alors lambda x, d'après cette équation-là, égale moins lambda 1 E1, moins jusqu'à moins lambda n En, et puisque notre lambda est différent de 0, et donc je vais diviser ici sur lambda. Et donc mon x, il s'écrit moins lambda 1 sur lambda E1, ici, moins lambda 2 sur lambda E2, jusqu'à ici la fin, moins lambda n sur lambda En. Alors, on a écrit le x
en fonction de E1 jusqu'à En. Et donc, mon X, il s'écrit une combinaison linéaire de E1 jusqu'à En. Et dans ce cas, je peux dire que la famille E1 jusqu'à En, c'est-à-dire la famille Pi, elle est génératrice de E. Alors, il est génératrice, et on a dit qu'il est libre, puisqu'il est libre maximal, et dans ce cas, il forme une base de E. La deuxième question maintenant, on déduire une démonstration du théorème de la base incomplète. Alors voilà le théorème de la base incomplète. Je vais considérer cette famille-là, de x1 jusqu'au xr, qui est une partie libre d'un cas espace vectoriel de dimension n. Alors ici, le dimension, c'est n. Et ici, vous avez combien de composantes? R. Et on va supposer que le R, il est inférieur à n. Alors, puisqu'ici, la dimension de E, c'est n, normalement, une base de E, il est composé de n éléments. Mais puisque vous avez ici le R, il est inférieur à n. Et donc, on doit compléter par d'autres éléments pour avoir ici combien d'éléments? N éléments. Et c'est ce qu'on appelle le théorème de la base incomplète. C'est-à-dire vous avez une famille libre et on va compléter cette famille pour avoir une base d'un espace vectoriel de dimension E égale à n. Alors voilà, je vais considérer cette famille. Alors si cette famille, il est libre maximal. Alors d'après la première question, on a démontré que c'est une base de E. Alors puisque c'est une base de E, donc c'est une base ici. Et puisque la dimension de E égale à n, et donc automatiquement le R ici égale à n. Automatiquement. Pourquoi? Parce que cette famille est une base. Qu'est-ce que ça veut dire une base? C'est-à-dire le nombre de composantes ici égale aux dimensions de l'espace. Puisque les dimensions de l'espace c'est n, et ici vous avez combien de composantes? Vous avez R composantes. Et donc je peux dire que R égale à n. Sinon, qu'est-ce que ça veut dire sinon? S'il n'est pas libre maximal. Alors s'il n'est pas libre maximal, alors il existe un élément que je vais noter xr plus 1, puisque si on termine par xr, et donc je vais commencer par l'élément suivant. xr plus 1, il n'appartient pas à n, et tel que L union xr plus 1, il est libre. J'ai deux choix ici. S'il est libre maximal, c'est fini. Et donc, d'après la première question, c'est une base. Et dans ce cas, vous avez combien d'éléments ici? R plus 1. Et donc, R plus 1 égale aux dimensions de l'espace. Sinon, si maintenant, il n'est pas libre maximal, je vais faire la même chose. C'est-à-dire, je peux trouver un autre élément, xr plus 2, qui n'appartient pas à L union xr plus 1, tel que maintenant, cette famille-là, que je vais noter B, elle est libre. Et encore pour cette famille, j'ai deux choix. Si il est libre maximal, et donc automatiquement c'est une base de E. Et ici j'ai combien d'éléments? J'ai 1, 2, et ici combien d'éléments? R. Et donc c'est R plus 1 plus 1. C'est R plus 2. Et dans ce cas, la dimension de E égale à N égale R plus 2. Sinon, on continue le même raisonnement. Et c'est-à-dire de proche en proche, qu'est-ce qu'on va montrer? On va montrer qu'il existe une famille XR plus 1 jusqu'au XN telle que cette famille-là, il forme une base de E. Alors maintenant, la dernière question. Si E est de dimension finie, montrez que tout ces espaces vectoriels, f de E est de dimension finie. C'est-à-dire que la dimension de f il est inférieure à E. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va considérer une partie libre maximale de f. Alors je vais considérer la dimension de E égale à n. Et donc on a supposé qu'il est fini ici. Et f est un sous-espace vectoriel de E. Alors si f il est réduit à 0, ben donc la dimension de f ici c'est 0. Sinon, et dans ce cas, mon 0 il est inférieur à n. Sinon, le f il est différent de 0. Qu'est-ce que ça veut dire différent de 0? Et donc je peux trouver un élément, ou bien un vecteur qui est différent de 0 tel que x appartient à f. Alors je vais poser L0, c'est quoi? C'est le singleton x qui est libre. Effectivement, il est libre. Pourquoi? Parce que si lambda x égale à 0, et puis vous avez x est différent de 0, et donc automatiquement lambda égale à 0. Et donc le singleton, il est libre. Alors puisqu'on a trouvé ce L0 là, qui est le singleton, il est libre, et donc si je considère cet ensemble là, ce rang f là, c'est l'ensemble des parties libres de f, et donc il est différent de l'ensemble vide. Au moins il contient L0. Et quel que soit L un élément dans ce grand f là, le cardinal de L, il est compris entre 1 et n. Donc c'est-à-dire qu'il contient plus qu'un élément, mais le nombre de ces éléments, il est toujours inférieur ou égal à n, puisque n c'est la dimension de mon espace vectoriel. Maintenant je pose ce as là, c'est quoi?
si l'ensemble des cardinales de L, les éléments L, il appartient à ce grand F là. Alors cet ensemble-là, c'est une partie finie et non vide. Ben, on a trouvé au moins un élément ici, L0. Et donc on a trouvé une partie finie et non vide de l'ensemble L, des antinaturales. Puisque le cardinal est toujours un antinaturel. Et donc, puisqu'il est fini et non vide, et donc il a admis un grand élément, que je vais noter le CIP. Donc je vais noter le CIP de H, c'est M. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va considérer L1, une famille libre de F, et tel que le cardinal de L1 égale à M. C'est-à-dire la famille L1, il contient combien d'éléments? M éléments. Et quel que soit X un élément de F moins L1, c'est-à-dire un élément X qui n'appartient pas à L1, donc la famille L1 union X, alors son cardinal, effectivement, il est supérieur à L1, qui est M. Et dans ce cas, il est lié. Par suite, L1, il est libre maximal. Pourquoi? Parce que le L1, il est libre. Et on a démontré que tout élément X qui n'appartient pas à L1, c'est-à-dire il est dans F moins L1, L1 union X, et on a trouvé qu'il est lié. Et dans ce cas, il est libre maximal, la famille L1. Puisqu'il est libre maximal, et donc c'est une base. Ça, c'est d'après la question 1. Et dans ce cas, je peux dire que la dimension de F qui est égale à N, il est inférieur strictement à N. C'est-à-dire la dimension de chaque sous-espace vectoriel F dans mon espace E, qui est de dimension infinie, encore la dimension de F égale à petit m, il est toujours inférieur à 1. Alors maintenant, on passe à l'exercice 6. Et donc, soit E égale delta 1 RR, c'est-à-dire c'est l'espace des fonctions dérivables de R vers R. Et j'en note F, c'est l'ensemble des F, les fonctions dans E, telles que F0 égale la dérivée au point 0 égale à 0. Et on note G, c'est l'ensemble des fonctions dans E, telles que Gx, il s'écrit AX plus B, c'est-à-dire ce sont les fonctions affines. Alors montrer que F et G sont des sous-espaces vectoriels de E. Alors je vais commencer par F. F est un sous-espace vectoriel de E. Et donc je dois démontrer que F il est différent de 0. Et bien tout simplement pourquoi? Parce que 0 il appartient à F. Donc il vérifie F0 égale à 0 et il vérifie la dérivée au point 0 égale à 0. Et donc la fonction I il appartient à F. Maintenant je vais considérer deux fonctions dans F et deux scalaires dans R. Et donc puisque j'ai deux fonctions dans F, et donc on a F0 égale à 0 et F' de 0 égale à 0. Et la même chose, G de 0 égale à 0, G' de 0 égale à 0. Alors c'est quoi? Et dans ce cas, lambda F0 plus mi G0 égale à 0. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire lambda F plus mi G appliqué au point 0 égale à 0. Et ici, lambda F'0 plus mi G' de 0 égale à 0. C'est-à-dire lambda F plus mi G le dérivé au point 0 égale à 0. C'est-à-dire que l'élément lambda F plus mi G, il appartient à F. Il vérifie l'image au point 0 c'est 0 et l'image de la dérivée au point 0 égale à 0. Et ici, comment j'ai passé de cette ligne à celle-là? J'ai utilisé cet exercice-là. Que la fonction somme appliquée à un point x, c'est simplement la fonction f au point x plus la fonction g au point x. Donc c'est juste ce que j'ai utilisé pour passer de cette ligne à celle-là. Et la même chose pour passer de cette ligne à celle-là. Maintenant on passe à G. On va montrer que G c'est un sous-espace vectoriel de E. Alors effectivement G il est différent de 0. On a dit G c'est quoi? C'était l'espace des fonctions affines. Effectivement il contient la fonction nil. Pourquoi? Parce que la fonction nil je peux l'écrire c'est 0 fois x plus 0. Et dans ce cas la fonction nil il appartient à G. Alors si je considère maintenant deux fonctions fg dans G et deux scalaires dans R. Et dans ce cas, fx, il s'écrit ax plus b, et gx, il s'écrit a'x plus b'. Avec ici, vous avez quatre scalaires dans R. Alors maintenant, c'est quoi? Lambda fx plus mi gx. Mi gx, si je remplace, et je vais factoriser ici par x, alors je vais poser ce coefficient-là, c'est a seconde. Et ce coefficient-là, c'est b seconde. Et donc, lambda f plus mi g appliqué à x, c'est a seconde x plus b seconde x. C'est-à-dire la fonction lambda f plus mi g, il s'écrit comme fonction affine. Donc je peux dire que G est un sous-espace vectoriel de E. Maintenant, la deuxième question, montrer que ces deux sous-espaces vectoriels ils sont supplémentaires dans E. Alors pour démontrer que F et G sont supplémentaires dans E, c'est-à-dire E, il s'écrit comme somme directe de F et G. Donc voilà la notation de la somme directe. Alors pour montrer cette relation-là, on doit démontrer deux points. Quel que soit H un élément dans E,
il existe un élément dans F et un élément dans G tel que H égale à F plus G. C'est-à-dire E, c'est la somme de F plus G. Et l'intersection F inter G égale à 0. Donc pour montrer que E est somme directe de F et G, et dans ce cas on dit que F et G ils sont supplémentaires, il faut montrer que E égale F plus G. Voilà, elle est là, E égale F plus G. C'est-à-dire chaque élément dans E, H, il s'écrit comme élément dans F et élément dans G. Et il faut montrer que l'intersection il est réduit à 0. Donc je vais commencer par ce deuxième point. Si H il appartient à l'intersection, et donc H il est dans F et H il est dans G. Donc H0 égale à 0 et H' de 0 égale 0. Hx c'est une fonction affinie, c'est écrit AX plus B avec AB de scalaire dans R. Alors ici, on a H0 égale à 0, je remplace. Ici H0, qu'est-ce qu'il me reste que B. Donc H0 égale à 0, c'est-à-dire B égale à 0. Et ici, c'est quoi la dérivée? H' de X. C'est tout simplement A, c'est la pente. Et donc H' de 0, c'est tout simplement A. Alors H' de 0 égale à 0, et dans ce cas, mon A égale à 0. Alors on a trouvé que A égale à 0 et B égale à 0. C'est-à-dire Hx égale à 0, quel que soit x dans R. Et donc l'intersection ici, il est réduit à la fonction nulle. Qu'est-ce qu'il reste maintenant à montrer? Que E, il s'écrit F plus G, c'est-à-dire chaque élément dans E, il s'écrit comme somme d'un élément dans F et un élément dans G. Alors je vais considérer H un élément dans E, et donc effectivement H, il est dérivable, et dans ce cas je peux appliquer un développement limité à l'ordre 1, et donc mon Hx il s'écrit H0, c'est-à-dire un développement limité au voisinage de 0. C'est H0 plus H' de 0x plus petit o de x. Alors pourquoi on a donné cette équation-là? Pour inspirer la forme de G. Donc je peux écrire que G, x, c'est Hx moins H0 plus H'0 de x. Et je pose cette fonction-là f. Donc fx égale H0 plus H'0 de x. Alors regardez cette fonction. Il est affine. Et donc il appartient à G. Voilà, il s'écrit AX plus B. Maintenant, je dois vérifier tout simplement que cette fonction G, elle appartient à f. Qu'est-ce que ça devrait appartenir à f? C'est-à-dire l'image au point 0, c'est 0. Et la dérivée au point 0, c'est encore 0. Alors G de 0, si je remplace, c'est H0 moins H0 plus H'0 fois 0. Ça c'est nul. Et H0 moins H0, c'est 0. Et donc voilà, G0 égale à 0. Maintenant, la dérivée. G' de x. Donc si je dérive ma fonction G, je vais trouver que c'est H' de x moins H' de 0. Alors je remplace par 0. G' de 0, c'est ici. H' de 0 moins H' de 0, ça donne 0. Et donc on a trouvé que G0 égale à 0 et J' au point 0 égale à 0. C'est-à-dire la fonction J, elle appartient à f. Et finalement, j'ai trouvé un élément dans f et un élément dans J, tel que h, il s'écrit f plus J. Et on a trouvé que l'intersection de f et J, il est réduit à la fonction nulle. Et dans ce cas, je peux dire que E, il est somme directe de f et J. Ou bien on peut dire que f et J, ils sont supplémentaires dans E. Alors maintenant, l'exercice 7. Donc soit E, l'ensemble des suites qui convergent dans R. Alors montrer que F, l'ensemble des suites constantes, et G, l'ensemble des suites qui convergent vers 0, sont des sous-espaces supplémentaires dans E. C'est-à-dire mon E, il s'écrit somme directe de F plus G. Donc voilà, pour démontrer que F, c'est une somme directe de F et G, c'est-à-dire que F et G, ils sont supplémentaires dans E, et donc je dois démontrer ces deux points-là. Que E, il s'écrit F plus G, c'est-à-dire chaque élément dans E, il s'écrit comme somme d'un élément dans F et un élément dans G. Et l'intersection, il est réduit à 0. Alors je vais chercher cette intersection. Si je prends une suite IN qui appartient à l'intersection, alors IN, il appartient à F et il appartient à G. Qu'est-ce que ça veut dire IN, il appartient à F? Donc la limite de IN égale à 0. Et qu'est-ce que ça veut dire IN, il appartient à G? C'est-à-dire IN, c'est la suite constante. Et donc vous avez une suite constante qui converge vers 0. Et donc automatiquement, cette suite égale à 0. La seule suite constante qui converge vers 0, c'est la suite nulle. Et dans ce cas, f inter J, il est réduit à 0. Maintenant, je dois vérifier ce point-là. Chaque élément dans E, il s'écrit comme somme d'un élément dans F et un élément dans G. Alors voilà, je vais considérer IN une suite dans E. Et dans ce cas, notre IN, il converge. Je vais poser par exemple sa limite égale à N. Et je vais écrire IN
égale à L plus IN moins L. Je vais poser ce L, c'est Vn. IN moins L, c'est Wn. C'est-à-dire mon IN, il s'écrit Vn plus Win. Alors ce Vn là, il appartient à F. Pourquoi? Parce qu'on a dit que F c'est quoi? C'est l'ensemble des suites constantes. Voilà, égal à L, c'est une constante. Et ce Wn, il appartient à G. On doit vérifier que Wn, sa limite c'est quoi? C'est 0. Et ça c'est clair, puisque la suite IN il converge. Et donc sa limite c'est L. Et dans ce cas, la limite de IN moins L, c'est 0. C'est-à-dire la limite de Wn, c'est 0. Et dans ce cas, Wn, il appartient à G. Finalement, chaque élément dans E, il s'écrit comme somme d'un élément dans F et un élément dans G. Et on a prévu que l'intersection est réduite à 0. Et donc, je peux dire que E et F, ils sont supplémentaires. Et donc, je peux dire que F et G, ils sont supplémentaires dans E. Ou bien E, il est somme directe de F et G. Alors maintenant l'exercice 8. Et donc je vais considérer une application dans R3 vers R2 définie pour tout triplet dans R3 de la forme suivante. Alors voilà, vous avez combien de composantes ici? 2, puisque l'image ici, il appartient à R2. Et ici, votre élément, le I, il appartient à R3. Voilà, je démarre de R3, donc voilà, j'ai 3 composantes. Vers R2, voilà l'image, c'est 2 composantes. Alors montrer que F est une application linéaire. Il suffit de démontrer que quel que soit I et V, elle appartient à R3, et lambda I mi de scalaire, F lambda I plus mi V, c'est quoi tout simplement? C'est lambda Fi plus mi Fv. Alors je dois vérifier ça. Alors si je prends I de cette forme-là et V de cette forme-là, avec lambda I mi sont deux scalaires, alors F lambda mi plus V. Alors lambda mi plus V par définition, lambda mi, je multiplie par lambda ici, je vais trouver lambda x, lambda y, lambda z. Et la même chose ici, je vais multiplier par mi. Je trouve mi x', mi y' et mi z'. Et si je fais la somme, par définition, voilà cette somme-là. Alors j'applique maintenant. Je connais la formule de ma fonction. Et donc je vais appliquer à ce triplet-là. Et donc voilà la formule que je vais trouver, c'est-à-dire c'est l'image de ce triplet-là. Et effectivement, ça c'est quoi? C'est un couple dans R2. Donc voilà la première composante, virgule, et voilà la deuxième composante. Alors qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais factoriser par lambda. Et donc lambda, fois ce qui me reste, donc lambda elle est là, et elle est là. Elle est là dans la première composante, et encore mon lambda elle est là, elle est là, et elle est là. La même chose, je vais factoriser par mi. Et donc mon mi dans la première composante, elle est là, et là, et là. Et dans la deuxième composante, mon mi, il est là, elle est là, et encore il est là. Je factorise. Alors c'est quoi ça? C'est simplement f de i. Et encore c'est quoi ça? Ça c'est f de v. Et donc ça c'est lambda fi plus mi fv. Alors on a trouvé que f lambda i plus mi v égale lambda fi plus mi fv. Quel que soit iv de vecteur, et quel que soit lambda i mi de scalaire. Et dans ce cas, je peux dire que f c'est une application linéaire. Maintenant, la deuxième question, donner une base du cœur de f et en déduire les dimensions de l'image de f. Alors, je vais considérer i de la forme x, y, z, il appartient au cœur de f. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire f de i égale à 0. Ça par définition. Un élément i, il appartient au cœur de f, c'est-à-dire f de i égale à 0. Et donc f de i, c'est-à-dire f de x, y, z égale à 0. Et le 0, puisque l'image est dans R2, et donc il a deux composantes, c'est 0 et 0. Et donc je remplace, c'est quoi f de x, y, z? Il est là, égale à 0, je fais une identification. La première composante égale à 0, et la deuxième composante égale à 0. Et donc voilà, j'obtiens ce système-là. Alors là, effectivement, ici, le rang de ce système égale à 2. Pourquoi? Parce qu'il suffit, par exemple, de calculer ce premier déterminant. Donc voilà, 2, 1, 1 moins 2, il est différent de 0. Et donc le rang de système égale à 2, c'est-à-dire, je vais considérer ici deux composantes principales et une troisième qui est supplémentaire. C'est-à-dire le paramètre, par exemple, moi je vais considérer ici, alors d'après ce déterminant-là, mon z c'est la constante, c'est le paramètre. Et dans ce cas, je vais écrire x et y en fonction de z. Et donc, je vais déplacer z ici, c'est moins z. La même chose ici, c'est moins z. Voilà, elle est là, moins z, moins z. Et je vais trouver ici x et y en fonction de z. Alors pour trouver x et y ici en fonction de z, il suffit de résoudre ce système-là.
utilisez l'élimination de Gauss, ou bien système de Cramer, inverser la matrice, ce que vous voulez. Mais moi, je préfère toujours utiliser l'élimination de Gauss. Finalement, je trouve que y égale 1 sur 5 z et x égale moins 3 sur 5 z. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Si il appartient au quart, et donc il s'écrit de cette forme. On a trouvé x en fonction de z, et y en fonction de z, et voilà notre z ici. Je vais factoriser par z, donc c'est z fois moins 3 sur 5, 1 sur 5, 1. Donc voilà ce vecteur-là. C'est-à-dire que le quart, il est engendré par ce vecteur-là. Pourquoi? Parce que chaque élément dans le quart, il s'écrit une constante fois ce vecteur-là. Et donc mon quart, c'est tout simplement quoi? C'est le sous-espace vectoriel engendré par ce vecteur-là. J'ai un seul vecteur ici. Et effectivement, je peux multiplier ici pour se débarrasser de ce 5-là. Donc si je multiplie par 5, c'est moins 3, 1 et 5. Et finalement, le quart, c'est le sous-espace vectoriel engendré par ce vecteur-là. Alors j'ai un seul vecteur ici. Donc un sous-espace engendré par un seul vecteur. Et dans ce cas, le dimension de quart égale à 1. Et puisqu'on est en dimension finie, eh bien, le théorème de rang, qu'est-ce qu'il dit? Que la dimension de l'espace vectoriel E, c'est la dimension du quart plus la dimension de l'image. Alors la dimension de quart, on a trouvé c'est 1. Et la dimension de E, je travaille dans R3, égale à 3. Et dans ce cas, c'est quoi la dimension de l'image? C'est tout simplement 3 moins 1. Et donc 3 moins 1, 2. Maintenant, la troisième question. Proposer une base de l'image F. Alors, je vais considérer ici la base canonique de R3. Et c'est clair, E1 c'est 1, 0, 0, E2 c'est 0, 1, 0, et E3 c'est 0, 0, 1. Ça c'est classique, c'est la base canonique de R3. Et on sait que FE1, FE2, FE3, c'est une partie génératrice de l'image. Ça c'est une relation dans le cours. Si vous considérez la base canonique de R3, alors cette famille-là, formée par les images, donc FE1, FE2, FE3, c'est une partie génératrice de l'image. Il n'est pas une base de l'image. Pourquoi? Parce que s'il est une base de l'image, donc la dimension ici égale à 3, mais dans la deuxième question, on a trouvé que la dimension de l'image égale à 2. Et donc impossible ici d'avoir 3 composantes. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire cette famille, il est liée. Et puisque cette famille, il est liée, et donc par exemple, FE3, je peux l'écrire comme combinaison linéaire de FE2 et FE1. Alors je calcule FE1, je remplace, puisque j'ai la forme de ma fonction f. FE1 et voilà E1. Voilà x, y et z. Et je remplace dans f, voilà l'image de E1, c'est 2, 1. L'image de E2, c'est 1 moins 2. Et l'image de E3, c'est 1, 1. Alors comme j'ai dit, puisque la dimension de l'image égale à 2, automatiquement cette famille, elle n'est pas libre, elle est liée. Et dans ce cas, je peux écrire par exemple FE3 comme combinaison linéaire de FE1 et FE2. Alors je remplace FE3, c'est 1, 1. AFE1, c'est 2AA. BFE2, c'est B moins 2B. Et je fais la somme ici, je trouve 2A plus B, A moins 2B. Je fais une identification, la première composante égale à la première, et la deuxième composante égale à la deuxième. Et donc je vais obtenir ce système-là. Je registre ce système-là, je trouve que A c'est 3 sur 5 et B c'est moins 1 sur 5. Automatiquement d'après cette formule, FE1, FE2 et FE3 est lié. Pourquoi? Parce que FE3 il s'écrit comme combinaison linéaire de ces deux. Donc je peux dire que FE1, FE2 c'est une partie génératrice de l'image de F. Alors je peux vérifier facilement qu'il est libre. Si je considère AFE1 plus BFE2 égale à 0 et le 0 de R2 c'est-à-dire 0, 0, et donc si je remplace, je vais trouver ce système-là. Je registre ce système, je trouve automatiquement que A égale à 0 et B égale à 0. Finalement, cette famille il est libre et on a trouvé qu'il est génératrice et donc il forme une base de l'image. Et dans ce cas, j'ai combien de composantes ici? 2. Et donc la dimension de l'image égale à 2 et c'est confondé avec le résultat qu'on a trouvé dans la deuxième question. Et finalement, on termine par l'exercice 9. Alors je considère E, c'est Rn de x. C'est l'espace du polynôme de degré inférieur ou égal à n. C'est un espace vectoriel. Et je vais considérer f une application de E vers E définie par. L'image d'un polynôme, c'est simplement quoi? C'est le polynôme plus 1 moins x fois p'. Alors montrer que f est une application linéaire. Donc je vais considérer p qui est de polynôme et lambda est de scalaire. Donc on doit démontrer que f lambda p plus mi qui égale lambda fp plus mi f qui. Et dans ce cas, f est une application linéaire. Alors f lambda p plus mi qui. Alors je remplace, puisque mon f c'est quoi?
c'est le polynôme plus 1 moins x fois la dérivée du polynôme. Donc voilà, mon polynôme plus 1 moins x fois la dérivée de ce polynôme. Ça, c'est d'après la définition de la fonction f. Et qu'est-ce que je vais faire? Donc ici, la dérivée de la somme, c'est quoi? C'est lambda p' plus mi qui prime. Alors qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais factoriser par lambda. C'est p ici, qu'est-ce qu'il me reste? Et ici 1 moins x fois p'. 1 moins x fois p'. Plus, encore je vais factoriser ici par mi. Je vais trouver la même chose. Mi fois qui, elle est là. Plus 1 moins x fois qui prime, elle est là. Alors c'est quoi ça? C'est fp. Et qui plus 1 moins x qui prime, c'est f qui. Et donc on a trouvé finalement que f lambda p plus mi qui égale lambda fp plus mi f qui. Et dans ce cas, je peux dire que f c'est une application linéaire. Alors la dernière question, c'est la question 2. Donner une base du cœur de f et de l'image de f. Alors pour chercher une base du cœur, donc soit P un élément dans le cœur. Alors par définition, l'image de cet élément est égale à 0. Donc P appartient au cœur de f, c'est-à-dire fp égale à 0. Alors fp égale à 0, je remplace. fp, elle est là. Donc ça c'est p plus 1 moins qui, p' égale à 0. Et c'est quoi cette équation? C'est tout simplement une équation différentielle du premier ordre. Et donc si vous cherchez la solution, vous trouvez que p, votre polynôme, il s'écrit de la forme lambda x moins 1, où lambda est un scalaire. Alors notre polynôme, il s'écrit une constante fois le polynôme x moins 1. Chaque élément dans le cœur, il s'écrit lambda, une constante, fois x moins 1. Et donc je peux dire que le cœur, c'est tout simplement quoi? C'est le sous-espace vectoriel engendré par le seul polynôme x moins 1. Pourquoi? Parce que chaque élément, il s'écrit une constante fois ce polynôme. Donc la dimension du cœur égale à 1. Alors maintenant, on va chercher une base de l'image de f. Effectivement, d'après le théorème de Rho, la dimension de l'image, c'est quoi? C'est la dimension de E moins la dimension du cœur. Alors la dimension de E, l'espace du polynôme de degré inférieur égal à 1, c'est n plus 1. Moins, et on a trouvé que la dimension du cœur égale à 1. Et donc 1 plus 1 moins 1 égale à 1. Et dans ce cas, la dimension de l'image égale à 1. Alors pour trouver une base de l'image, qu'est-ce qu'on va chercher? Il suffit de trouver n vecteurs linéairement indépendants de l'image. Pourquoi? Parce que la dimension c'est n. Alors on connaît que la base canonique de E, l'espace du polynôme de degré inférieur égal à n, voilà la base canonique. C'est 1x, x carré jusqu'au xn. Et dans ce cas, la famille est formée par les images f1, fx carré jusqu'à fxn, c'est une partie génératrice de l'image. Ça c'est une relation dans le cours. Alors maintenant, je vais calculer les images. Alors f1, je vais trouver 1, c'est une constante. Fx, je vais trouver encore 1. Et c'est f de 1. Et fx carré, si je remplace, je trouve moins x carré plus 2x. Et en général, quel que soit k supérieur ou égal à 2, f de x plus k, si je remplace dans ma fonction, donc voilà, je remplace mon polynôme, c'est le polynôme p plus 1 moins x fois p'. Et donc je remplace. Finalement, voilà ce que je vais trouver. Normalement, j'ai combien d'éléments? Ici, j'ai 1 plus 1 élément. Mais regardez ici, qu'est-ce que j'ai trouvé? L'image de 1 égale l'image de x, égale à 1. Et donc je vais supprimer l'image de 1 et je vais démontrer que cette famille-là, fxn, fx carré jusqu'à fxn, elle est libre. Et effectivement, j'ai combien d'éléments ici? J'ai n éléments. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé ici que f de x égale f de 1 ici. Et donc je vais éliminer le 1. Et dans ce cas, je vais inspirer que effectivement cette famille il est libre et exactement c'est la base de l'image. Alors pour montrer que cette famille il est libre, alors, si je considère des scalaires de A1, A2 jusqu'à AN multipliés par ma famille, si vous avez 6 combinaisons linéaires égales à 0, et donc je remplace fx égale à 1. Fx carré, c'est moins x carré plus 2x, elle est là. Et la même chose, je remplace ici fx3, elle est là. Et à la fin, jusqu'au, ici, fxn, voilà, elle est là, fois an, égale à 0. Et qu'est-ce que je vais faire? J'ai obtenu ici un polynôme de degré n. Et donc, je vais rassembler les monomes. Je vais factoriser par xn, il me reste ce coefficient, an fois 1 moins n.
factorisé par xn moins 1, et ainsi de suite. Factorisé par x3, voilà ce que je vais trouver. Factorisé par x2, voilà ce que je vais trouver, et les constantes. Alors vous avez un polynôme ici égal à 0. C'est-à-dire les constantes de chaque monôme égale à 0. Et dans ce cas, A1 égale à 0. Et ici, A2 égale à 0. Si A2 égale à 0, ce coefficient égale à 0. Mais puisque A2 égale à 0, et donc automatiquement ce coefficient égale à 0. Si A3 égale à 0, d'après cette formule, ce terme-là égale à 0. Et dans ce cas, A4 égale à 0. Et ainsi de suite, de proche en proche, je vais trouver finalement comment AN égale à 0. Et donc voilà, tous les coefficients, ils sont nuls. Et donc cette famille-là, elle est libre. Et on a trouvé qu'il est génératrice. Et donc il forme une base de l'image. Et automatiquement, comme j'ai dit, j'ai combien d'éléments ici? On a n éléments.